Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, le virus Ebola continue de progresser en Afrique de l'Ouest. Le président kenyan Uhuru Kenyatta plaide pour une réaction commune africaine face à l'épidémie. Le Mali a fêté ce lundi les 54 ans de son accession à l'indépendance, un anniversaire célébré sans faste cette année. Le pays est toujours dans l'attente des résultats des négociations avec les groupes armés. Et les bouleversements politiques en Tunisie inspirent les artistes. Le thème a dominé les œuvres créées à l'occasion de la rencontre internationale de la céramique. Le président kenyan Uhuru Kenyatta a donc lancé un appel en direction des autres dirigeants africains lors d'une concertation organisée en Guinée équatoriale. Il faut dès à présent des efforts concertés pour lutter contre l'épidémie d'Ebola qui sévit dans l'ouest du continent. La solidarité doit se faire au niveau médical, logistique, mais également financier. Un reportage de notre correspondant en Guinée équatoriale, Policarpo Edoumassa. Vu l'ampleur de la fièvre hémorragique Ebola, comment éradiquer cette pandémie? C'est la question auquel les chefs d'État africains ont posé au cours du panel à Malabo. Quoi qu'il en soit, pays touché ou pas, le virus Ebola ne peut épargner personne et il revient au continent tout entier de se mobiliser pour en revenir à bout. Ce n'est pas un problème de la Sierra Leone, du Libéria ou de la Guinée, c'est un problème africain. Il nous faut donc tous mobiliser nos ressources pour trouver la bonne solution. Mais une fois de plus, la vérité c'est que quand le virus Ebola est survenu, cela a diffusé la panique sur le continent et dans le monde entier. La pandémie d'Ebola a des dimensions humanitaires, politiques, économiques et de sécurité sans précédent en Afrique. Pour contenir la propagation de la maladie, certains pays ont commencé à apporter leur contribution économique et technique aux États frappés par le virus. Il nous faut travailler ensemble en tant que continent. Le Kenya s'est engagé à investir $1 million pour soutenir nos frères et sœurs dans les pays touchés afin de diffuser les informations nécessaires. Nous allons également apporter un soutien professionnel pour surmonter cette crise africaine. Il est de souligner que l'épidémie de fièvre hémorragique Ebola a tué plus de 2400 personnes sur 4784 cas en Afrique de l'Ouest. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est emparé du problème et devra proposer lors de l'Assemblée générale annuelle des Nations unies des mesures pour faire face à ce problème qui devient une menace pour tout le continent, voire même au-delà. Dans l'actualité également, la mission des Nations Unies en Libye propose la tenue d'une réunion de dialogue pour mettre fin à l'anarchie institutionnelle qui règne actuellement dans le pays. Une première concertation pourrait avoir lieu dès le 29 septembre prochain. Le but de ces négociations est de permettre aux différentes parties du conflit d'arriver à un compromis sur la gouvernance de l'État libyen. Le Mali a célébré ce lundi les 54 ans de son indépendance, un événement marqué cette année par une situation sécuritaire difficile dans le nord du pays. Les négociations entre le gouvernement et les groupes armés se poursuivent d'ailleurs à Alger. C'est donc dans l'attente et avec réserve que la population a vécu cet anniversaire. Anan Fao. Pour souffler les 54 bougies de l'indépendance du Mali, le chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta a adressé un discours à la nation. La célébration coïncide également à quelques jours d'intervalle avec le premier anniversaire du mandat du président Keïta. Pour les observateurs de la vie publique malienne, même si la situation politique s'est améliorée, la célébration de l'indépendance ne peut être unanime tant qu'une partie du pays reste hors de contrôle. L'indépendance, c'est quoi? C'est un pays souverain, libre, c'est toute l'étendue de son territoire. Malheureusement, aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, il y a quand même quelques postes de résistance. Il y a des parties du territoire que nous ne contrôlons pas entièrement. Donc moi, je crois qu'il fallait plutôt faire une fête, genre méditer sur la situation du pays, s'asseoir, discuter, réfléchir à comment recouvrer l'intégralité de notre territoire. C'est dans cette logique que des pourparlers de paix sont engagés entre les autorités et les groupes rebelles du Nord. Le 24 juillet dernier, les deux parties avaient signé une feuille de route sous médiation algérienne. Mais la deuxième phase des discussions entamées ce mois-ci à Alger ont été interrompues sur la question du statut de la région Nord. Et c'est la résolution, une bonne résolution de cette crise du Nord
qui permettra au Mali de retrouver son intégrité territoriale, de trouver son unité nationale, la cohésion sociale, pour faire un bond dans l'avenir, un bond qui va nous permettre quand même d'être stable économiquement, politiquement, socialement et culturellement, si vous voulez. Les finances publiques du Mali ont été fortement affectées par la crise politico-sécuritaire. En janvier 2014, le chômage s'élevait à 10,8%. Les Comores reportent les élections législatives et celles des conseils des îles. Les scrutins prévus initialement au mois de novembre auront eu finalement lieu le 28 décembre 2014 et le 1er février 2015. Le décret publié par le ministère de l'Intérieur ne fournit pas les raisons de ce retard, dénoncé par une partie de la classe politique. Focus à présent sur l'Union des jeunes parlementaires africains. Il s'agit d'une plateforme d'échange et de débat nouvellement créée et qui vise à mettre la jeunesse au cœur des politiques du continent. Leur assemblée constitutive s'est tenue à Rabat, au Maroc. Ibrahim Ndiaye. Les jeunes parlementaires africains veulent peser sur le débat politique aussi bien au niveau de leurs pays respectifs qu'au niveau continental. Réunis il y a quelques jours à Rabat, au Maroc, ils ont créé l'Union des jeunes parlementaires africains. Une organisation qui souhaite placer la jeunesse au cœur des préoccupations politiques des États africains en tant que moteur de développement. La richesse africaine aujourd'hui, ce n'est pas son pétrole, son or ou son gaz, mais sa jeunesse. Et si on le répète, je pense que nous allons avoir des politiques qui assumeront davantage leurs responsabilités. Et s'ils ne le font pas, nous assumerons leurs responsabilités à leur place et les mettrons sur le piédestal pour que la population choisisse la génération qu'il faut, les hommes et les femmes qu'il faut pour changer l'Afrique et qu'elle réponde aux ambitions, non pas uniquement de ces parlementaires qui sont réunis au sein de cette union. L'union veut être un des moteurs qui apportera, peut-être qui accélérera cette envie de développement en Afrique. Cette plateforme politique composée de 36 députés africains a donc plusieurs objectifs et souhaite s'imposer comme un relais d'influence en matière de gouvernance sur le plan régional, voire international. C'est notre union à nous tous, en tant qu'Africains, en tant que jeunes parlementaires africains, qui fera en sorte que les choses vont changer un peu plus rapidement qu'avant, parce que en faisant des propositions concrètes aux citoyens et aux citoyennes africaines, en étant forts, en étant solidaires entre nous, le peuple africain, les différentes populations africaines se rendront compte qu'aujourd'hui, ils sont en présence d'une nouvelle génération qui voit l'Afrique autrement, qui voit l'Afrique non pas prisonnière de son passé, mais plutôt, c'est-à-dire une locomotive pour le développement, non pas uniquement de l'Afrique, mais du monde. Et pour y arriver, il faut tout simplement changer de discours, tout simplement s'unir sur des problématiques qui parfois nous séparaient par le passé. Des ambitions qui ressemblent à celles du Parlement panafricain, qui visent également à assurer la pleine participation des Africains au développement et à l'intégration économique du continent. En Afrique, 65% de la population a moins de 35 ans et au niveau mondial, moins de 2% des parlementaires ont à peine 30 ans. La Tunisie a accueilli la 4e exposition internationale de la poterie et de la céramique. 14 artistes issus de 8 pays différents y ont participé. Et il semble que les œuvres créées à cette occasion aient largement été inspirées par l'histoire politique tunisienne récente. Anan Faro. Le regard vif et les mains au service de leur passion. 14 artistes ont rendu hommage à la Tunisie en participant à cette 4e rencontre du genre à Tunis. Poterie ou céramique, pour réaliser leurs œuvres, les sculpteurs ont été influencés par la société tunisienne près de 4 ans après la révolution du jasmin. Mon travail est inspiré par le sentiment général que nous vivons aujourd'hui en Tunisie. Des élections se préparent, beaucoup de gens parlent, d'autres restent silencieuses. Il y a d'un côté des gens en mouvement et de l'autre des gens qui sont comme plongés dans un sommeil. Mais comme pour le reste, chacun peut interpréter à sa manière. Pendant 10 jours, une trentaine d'œuvres inédites ont été réalisées par ces artistes. L'événement a pris place au Centre national de la céramique d'art de la capitale, un riad qui pour certains a été source d'idées créatives. J'ai été inspiré par l'environnement autour de moi et j'ai trouvé qu'il est rempli avec le parfum d'une belle Tunisie. J'ai regardé les courbes, les arcs et l'architecture. Il y a tant de belles choses que j'ai remarquées. L'esprit de ce lieu a inspiré mon travail. L'organisation de cette rencontre artistique permet à la Tunisie de démontrer le talent et la qualité de la céramique nationale. L'artisanat emploie près de 10% de la population active tunisienne. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Africa Tonight.